Ma voiture est réparée? C'est une Studebaker. Vous savez, celle avec le petit chien à la fenêtre qui fait Carol Burnett. Carol Burnett a fait rire des millions de personnes pendant 11 ans. Mais en 1977, elle a fait quelque chose qui a fait pleurer toute son équipe. L'épisode n'a été diffusé qu'une seule fois et a brisé le cœur des téléspectateurs. Les critiques l'ont qualifié de génial. Les récompenses ont afflué. Mais Carol ne l'a jamais revu. Pas une seule fois en 47 ans. Elle disait que c'était trop réaliste. Le sketch la touchait tellement personnellement qu'elle ne supportait pas de se voir dedans. Qu'est-ce qui a poussé la femme la plus drôle d'Amérique à refuser de se confronter à sa propre performance? Carol Burnett est née le 26 avril 1933 à San Antonio, au Texas. Dès son plus jeune âge, sa vie fut marquée par la souffrance. Ses parents, tous deux alcooliques, étaient incapables de s'occuper d'elle. Son père travaillait dans un cinéma, mais ne parvenait pas à conserver un emploi longtemps. Sa mère buvait tout autant et était émotionnellement absente. Tous deux moururent plus tard de maladies liées à l'alcool. Alors qu'elle n'était qu'une petite fille, Carol avait déjà appris ce que signifiait se sentir indésirable. Ceux qui auraient dû l'aimer le plus lui préféraient l'alcool aux histoires du soir. C'était un monde solitaire et imprévisible, et Carol apprit très tôt que le rire pouvait la protéger du désespoir. Lorsque ses parents renoncèrent définitivement à l'élever, Carol fut recueillie par sa grand-mère maternelle, Mabel White. En 1940, elles quittèrent le Texas pour s'installer à Hollywood. Mais le chemin était long et sans accueil. Elle vivait dans une chambre exiguë d'une pension délabrée, entourée d'autres âmes brisées. Toxicomanes, locataires atteints de troubles mentaux. Personne s'accrochant à l'espoir malgré la faim et les allocations sociales. Carol et sa grand-mère survivaient avec 20 $ par semaine, à peine de quoi se nourrir, et encore moins rêver. Mais Mabel offrit à Carol ce qu'elle n'avait jamais connu. Un amour inconditionnel. Elle était pauvre. Certes, mais elle était enfin en sécurité. Au milieu de ce chaos, Carol inventa une échappatoire. Elle créa une fausse sœur jumelle, Karen. Karen était tout ce que Carol n'était pas. Sûre d'elle, belle, toujours souriante. Et Carol la rendit si réelle que même les autres locataires crurent à son existence. Elle grimpait l'échelle de secours, changeait de vêtements, de coiffure, et réapparaissait sous les traits de Karen, charmante et enjouée. Quelques minutes plus tard, elle redevenait Carol. Le fait que ces adultes, dont beaucoup étaient au bord de la rupture, y ayant cru en disait de long sur le talent d'actrice de Carol et sur le besoin criant de joie de chacun dans cette maison. Mais certaines évasions étaient plus réelles que d'autres. Tous les samedis, Carol et sa grand-mère allaient au cinéma. Les billets coûtaient 25 cents pour deux, soit plus de 10% de leur revenu hebdomadaire. Pendant ces quelques heures, Carol laissait derrière elle la peinture écaillée, les cris et la peur. À l'écran, la vie scintillait, des stars dansaient, des gens s'embrassaient, il y avait de la nourriture, de la beauté et de l'ordre. Mais une fois le générique terminé, la survie redevenait leur priorité. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter du papier toilette chez eux, alors ils en volaient discrètement dans les toilettes du cinéma. Ils n'avaient pas honte, ils étaient désespérés. Même à 7 ans, Carol comprenait ce que signifiait avoir faim de bien plus que de nourriture. Un jour, assise dans cette salle obscure, elle entendit le célèbre cri de Tarzan, interprété par Johnny Weissmuller, résonner dans la salle. Ce fut une révélation. Chez elle, elle se mit à l'imiter avec obsession, perfectionnant chaque intonation et chaque rythme. Elle ignorait qu'elle entraînait sa voix, développant une maîtrise du souffle que la plupart des chanteurs mettent des années à acquérir. Ce n'était qu'un jeu, mais c'est devenu sa marque de fabrique. Ce cri allait plus tard déclencher des rires et des applaudissements lors de ses spectacles. Ce qui avait commencé comme une imitation d'enfant devint l'un des premiers outils de son arsenal comique. À la fin du lycée, Carol n'avait plus qu'un rêve, le journalisme. Sa mère avait toujours rêvé d'être écrivaine, et Carol se sentait investie de la mission de poursuivre son œuvre. Son objectif était d'intégrer UCLA, mais au moment de l'inscription, elle se heurta à une dure réalité. Elle n'avait pas les 50 $ nécessaires pour payer les frais de scolarité, soit environ 600 $ aujourd'hui. Pour la plupart des gens, cela aurait signifié la fin. Et pendant un temps, elle le crut. Puis, un événement étrange se produisit. Un inconnu, dont elle ignora l'identité, intervint et paya la somme due, sans condition, sans explication. Juste assez d'argent pour changer de vie. UCLA. Elle comptait étudier le journalisme. Mais un cours de théâtre optionnel a bouleversé son univers. Dans cette salle, un déclic s'est produit. Elle n'était plus timide. Elle n'était plus pauvre ni invisible. Elle était drôle, extravertie et rayonnante. Ses professeurs l'ont remarqué. Ses camarades aussi.
Elle pouvait chanter, jouer la comédie et faire rire en même temps. Soudain, le journalisme lui a paru trop étriqué. Elle a changé de spécialisation. C'était risqué, mais pour la première fois de sa vie, elle ne se contentait pas de survivre. Elle rêvait. Ce risque s'est avéré payant. À la fin de sa première année, elle a été nommée révélation la plus prometteuse du programme de théâtre de l'UCLA. C'était plus qu'un titre, c'était une prémonition. Cela lui confirmait qu'elle n'était pas folle de poursuivre ce rêve. Cela lui a donné le courage de redoubler d'efforts, de prendre la scène au sérieux et de cesser de s'excuser de vouloir plus que simplement survivre. Cette récompense lui a ouvert des portes, lui offrant de meilleurs rôles dans les productions universitaires et le soutien de mentors qui voyaient bien qu'elle était différente des autres. Elle n'était pas une simple actrice en herbe. Elle avait ce petit quelque chose d'indéfinissable. Carol Burnett était étudiante en 3e année d'université en 1954 et travaillait comme ouvreuse pour 65 cents de l'heure lorsque sa vie prit un tournant inattendu lors d'une fête à San Diego. Elle n'était pas là pour faire la fête. Elle remplissait son sac à main de hors-d'œuvre pour les apporter à sa grand-mère. C'est alors qu'un inconnu élégamment vêtu l'aborda. Il n'était pas du milieu du spectacle. C'était un riche constructeur naval de La Jolla. Carol lui confia qu'elle rêvait d'aller à New York pour percer à Broadway, mais qu'elle n'avait même pas les moyens de payer les 43 $ de frais de scolarité à UCLA. L'homme lui fit une offre qui semblait trop belle pour être vraie. Un 0 $ pour elle et son petit ami, Don Soyan. Mais il leur imposa 3 conditions. Ne jamais révéler son nom, utiliser l'argent uniquement pour se rendre à New York. Et, s'ils y parvenaient, ils devraient aider d'autres personnes à faire de même. Il ne cherchait pas à s'attribuer le mérite. Il expliqua simplement que quelqu'un l'avait aidé autrefois et qu'il rendait l'appareil. Sa femme dira plus tard qu'il avait déjà fait ce genre de choses pour des stations-service, des restaurants et des gens qui poursuivaient leurs rêves. Avec les 2 0 $ en poche, Carol et Don firent leurs valises et quittèrent l'UCLA. Ils prirent de la direction de l'Est en 1954, même si Carol n'était jamais allée plus loin que le Texas. Elle ne connaissait personne à New York, mais cela lui importait peu. Elle dira plus tard, « Je n'en savais pas assez pour avoir peur. » Ils arrivèrent en ville et s'installèrent à l'hôtel Algonquin pour 9 $ la nuit. C'était trop cher. L'argent commença à disparaître à toute vitesse. À un moment donné, Carol s'est effondrée en larmes en appelant sa famille à frais virés. Il la suppliait de revenir. Puis, au moment où elle allait abandonner, elle a entendu une annonce à la radio. Un ouragan nommé Carol remontait la côte. Elle y a vu un signe. D'une certaine manière, cela lui a donné la force de rester. Elle s'est bientôt retrouvée dans un monde complètement différent, le club de répétition. C'était une ancienne pension pour jeunes femmes qui tentaient de percer dans le milieu artistique. Pour 18 $ par semaine, Carol avait un lit de camp dans une chambre qu'elle partageait avec 4 autres actrices. Il n'y avait qu'une salle de bain et un placard. Mais pour elle, c'était le paradis. Chez elle, elle dormait sur un canapé. L'endroit vibrait d'énergie. Des filles répétaient leurs textes, chantaient, couraient partout avec des bigoudis dans les cheveux. Pour joindre les deux bouts, Carol travaillait comme caissière le soir et passait des auditions le jour. Ce n'était pas glamour, mais c'était la réalité. En mars 1955, avec les autres filles, elle monta un spectacle intitulé Rehearsal Club Review et envoya des invitations aux agents et aux producteurs. De grands noms comme Marlène Dietrich étaient présents. Ce soir-là, les portes s'ouvrirent. Son premier grand succès lui vint d'une chose totalement absurde. Une chanson d'amour sur John Foster Dulles, le secrétaire d'État américain rigide et ultra sérieux, écrite par Ken Welch. C'était une chanson humoristique, outrancière et absurde. Mais Carol l'interpréta avec une telle perfection qu'elle devint sa marque de fabrique. Le public était en délire. Elle fut invitée au Jack Paar Show, puis au Ed Sullivan Show, le 6 janvier 1957. Elle monta sur la scène du Sullivan Show, les genoux tremblants. Mais à la fin de son spectacle, le public était plié de rire. En août de la même année, elle est remontée sur scène pour interpréter à nouveau la chanson des Dolls, ainsi qu'une parodie de Puppy Love. Cette ballade absurde l'a propulsée sur le devant de la scène comique new-yorkaise. Pendant les 5 années suivantes, Carol a persévéré. Elle a obtenu un petit rôle dans le Paul Winchell Show en 1955, où elle incarnait la petite amie d'une marionnette de ventriloque. Cela lui a permis de décrocher un rôle aux côtés de Buddy Hackett dans Stanley, qui n'a duré qu'1 an. Mais en 1959, tout a basculé. Carol a décroché le rôle principal dans Once Upon a Mattress, une nouvelle comédie musicale off-Broadway qui a ensuite été reprise à Broadway.
Elle incarnait la princesse Wyfred, une fille bruyante et maladroite des marais, à 1000 lieues des princesses de contes de fées. Le spectacle connut un succès fulgurant. Elle obtint sa première nomination aux Tony Awards, et le 22 juin 1959, exactement 5 ans après avoir contracté ce mystérieux prêt, Carol et Don remboursèrent l'intégralité des $2. Le millionnaire ne répondit jamais. Il reste anonyme jusqu'à la fin. À cette époque, Carol gagnait $500 par semaine, une somme qu'elle considérait comme une véritable aubaine. Once Upon a Mattress n'était même pas censé être un succès. À l'origine, il s'agissait d'un petit projet de colonie de vacances. Les critiques n'ont pas été enthousiastes lors de sa première à Broadway en mai 1959. Mais le public, Louis, a adoré. Le spectacle a été joué 470 fois, passant d'un théâtre à l'autre. La performance de Carol a fait toute la différence. Lorsqu'elle a quitté la troupe en juin 1960, le spectacle s'est effondré en moins d'une semaine. Sa remplaçante n'a tenu que 8 représentations avant la fermeture définitive. Carol était devenue irremplaçable. Puis est arrivé le Gary Moore Show. De 1959 à 1962, Carol Burnett est passée du statut d'étoile montante à celui de véritable icône de la télévision. Elle a remporté son premier Emmy en 1962. Son personnage de femme de ménage est devenu culte. Mais le véritable impact de cette émission réside dans les leçons qu'elle lui a apprises. Les séances de questions-réponses improvisées de Gary Moore ont inspiré les interactions avec le public qui allaient définir le Carol Burnett Show. L'émission a également contribué à lancer d'autres grandes vedettes, comme Don Knotts et Jonathan Winters, diffusée de 1950 à 1967. Elle est devenue l'une des émissions de variété les plus influentes de tous les temps. Pour Carol, ce fut une véritable leçon de timing, de personnalité et de prise de risque. En 1962, un événement magique se produisit à nouveau, cette fois au Carnegie Hall. CBS hésitait à lui confier une émission spéciale avec Julie Andrews. La chaîne estimait que Julie n'était pas assez connue et que Carol était déjà présente à la télévision chaque semaine. Mais un soir, après une soirée promotionnelle, les deux responsables, Michael Dann et Oscar Katz, vinrent Carol Penney à trouver un taxi. Elle plaisanta en disant qu'un chauffeur routier la ramènerait sans doute chez elle. Quelques instants plus tard, un camion s'arrêta et lui proposa de la prendre en stop. Les dirigeants y virent un signe du destin. L'émission fut approuvée. Ce programme spécial, Julie et Carol au Carnegie Hall, remporta 3 prix majeurs, dont un Emmy et une Rose d'Or. Columbia Records sortit même une bande originale qui atteignit la 85e place des charts. Mais rien ne se comparait à la suite. Le 11 septembre 1967, le Carol Burnett Show fut diffusé pour la première fois. Et avec lui, la télévision changea à jamais. Carol brisa un mur que personne n'aurait cru possible pour une femme. ChatGPT déclara, pendant 11 saisons consécutives, du 11 septembre 1967 au 29 mars 1978, le Carol Burnett Show attira 30 millions de téléspectateurs chaque semaine. Ce n'était pas seulement un succès, c'était historique. Rares sont les émissions à avoir atteint une telle audience. C'est devenu bien plus qu'un simple divertissement, un véritable événement. Le magazine Time l'a même classé parmi les 5 meilleures émissions de télévision de tous les temps. TV Guide l'a placé à la 17e place et Variety à la 23e. C'est dire son ampleur. Mais il ne s'agissait pas seulement de chiffres impressionnants. L'émission a révolutionné la télévision. Elle fut l'une des premières émissions de variété à proposer des sketchs humoristiques en direct devant un public en studio. Ce style a inspiré Saturday Night Live. Et Carol Burnett, elle, a véritablement ouvert la voie. Elle n'était pas une simple vedette. Elle fut l'une des premières femmes à animer sa propre émission de variété. À une époque où la télévision était majoritairement dirigée par des hommes, elle a bouleversé les codes et ouvert la voie à d'innombrables femmes dans le monde de l'humour, quel que soit le jour ou l'heure de diffusion. L'émission a toujours rencontré un franc succès. Qu'elle soit diffusée le lundi soir à 22h ou le samedi soir plus tard, les téléspectateurs étaient toujours au rendez-vous. Une telle régularité est rare, et il n'y a pas que les fans qui l'ont remarqué. Pendant ces 11 années de diffusion, le Carol Burnett Show a remporté l'incroyable nombre de 25 Primetime Emmy Awards. Oui, vous avez bien lu, 25. Et ces récompenses ne se sont pas concentrées sur un seul domaine. L'émission a été primée pour son scénario, ses numéros musicaux, ses chorégraphies et, bien sûr, pour son émission de variété.
Harvey Korman a quant à lui remporté 4 Emmy Awards en 1969, 1971, 1972 et 1974 pour sa performance exceptionnelle dans un second rôle. Tim Conway en a également remporté 4, 3 pour son jeu d'acteur et 1 pour son scénario. Même la dernière saison de l'émission, en 1978, s'est achevée en apothéose, raflant de nombreux prix, dont celui de la meilleure émission de variété. Et ce n'était pas tout. Carol Burnett elle-même a remporté 2 Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale en 1977 et 1978. L'émission a également remporté le People's Choice Award du programme de variété préféré 3 années de suite, en 1975, 1977 et 1978. Ce triomphe dans tant de catégories différentes a définitivement consacré l'émission comme une référence de la télévision. Depuis, la plupart des émissions de variété n'ont même pas réussi à égaler ce succès. Mais en coulisses, tout n'était pas rose. Lors de la 7e saison, Harvey Korman a failli quitter l'émission définitivement. Cette semaine-là, parmi les invités figuraient Tim Conway et la chanteuse Petula Clark, 2 des personnes les plus aimables du show business. Mais Korman n'était pas d'humeur. Pendant les répétitions, il s'est montré désagréable et irritable. Carol Burnett avait l'habitude de fermer les yeux, mais pas cette fois-ci. Après l'enregistrement du vendredi soir, elle l'a pris à part et lui a demandé ce qui n'allait pas. Korman a répondu brutalement. « Je ne suis pas heureux ici », a-t-il déclaré. Puis il a claqué la porte de la loge au nez de Burnett. C'en était trop. Burnett a appelé son agent et l'a renvoyé. Mais pendant le week-end, Korman a changé d'avis. Il a supplié qu'on lui donne une autre chance. Burnett a accepté, mais à une condition. Elle lui a dit, lundi matin, « Je veux te voir sauter et siffler dans le couloir de CBS. » Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il est sorti de l'ascenseur lundi matin, il sautillait et sifflait. Burnett éclata de rire et fit fabriquer une plaque pour sa porte. Monsieur chanceux. Korman resta dans l'émission jusqu'à la saison 10. Puis vint Tim Conway. Conway était l'élément imprévisible. Il avait une règle, ne jamais se donner à fond en répétition. Il gardait ses meilleurs moments pour les enregistrements en direct, même si cela déstabilisait tout le monde. Certaines choses me viennent spontanément, disait-il. Et d'autres, je les garde en tête. Cette stratégie garantissait que chaque performance était originale et totalement imprévisible. Harvey Korman l'a dit mieux que personne. Il ne fait jamais 2 fois la même chose. Le moment le plus mémorable du chaos orchestré par Conway s'est produit lors de l'histoire de l'éléphant dans un sketch de la série familiale. Il racontait une longue histoire rocambolesque sur un éléphant de cirque. Tandis qu'il divaguait, Carol Burnett, Vicki Lawrence et Dick Van Dyke s'efforçaient tant bien que mal de rester dans leur rôle. Mais l'histoire devenait de plus en plus drôle et absurde. À la fin, même Vicki Lawrence a craqué. Elle a répliqué avec une réplique tellement inattendue qu'elle a provoqué l'hilarité générale sur le plateau. Êtes-vous sûr que rien n'est joué? Même Conway a éclaté d'un rire hystérique. Ces moments sont devenus l'âme de l'émission. Brutz, authentique et totalement improvisé. Mais toutes les scènes n'étaient pas drôles. En 1977, un événement a profondément marqué Carol Burnett. Il s'agissait d'un sketch récurrent, La famille. Elle y incarnait Eunice Higgins, une femme accablée par la déception et les rêves brisés. Habituellement, le sketch mêlait comédie et dysfonctionnement familial. Mais cette fois-ci, ils ont pris un risque. Pas de blague, pas d'exagération, juste de la douleur. Le sketch s'intitulait Le Gong Show. Eunice y imaginait qu'interpréter ses émotions lors d'un concours de talent la propulserait enfin vers la gloire. Au lieu de cela, les juges se moquent d'elle. L'un d'eux était incarné par le véritable animateur de jeux télévisés Alan Luton. Burnett, quant à elle, jouait le rôle avec un sérieux imperturbable. Pas d'accent exagéré, pas de gestes ridicules. Et à la fin, toute l'équipe était au bord des larmes. Lors de sa diffusion, l'épisode a conservé toute sa force. La caméra a lentement reculé sur le visage d'Eunice, ruisselant de larmes, tandis que les lumières s'éteignaient. Passe de musique. Pas de rire, juste du désespoir. Les téléspectateurs étaient stupéfaits. La critique l'a encensé, mais Burnett ne l'a plus jamais regardé. Dans une interview de 2010, elle a déclaré que c'était trop réaliste. La douleur d'Eunice était comme la mienne, parce que c'était réel. Burnett avait grandi dans la pauvreté. Elle savait ce que c'était que de rêver en grand et d'être la risée de tous. Ce sketch l'avait profondément touchée. Elle a expliqué plus tard ses sentiments dans une interview à Harper's Bazaar. « Je suis contente qu'on l'ait fait », a-t-elle dit.
Mais ce n'était pas le sujet de notre émission. Nous étions là pour faire oublier aux gens leurs soucis, pas pour les raviver. Pourtant, le sketch a marqué les esprits. Il a donné naissance à un téléfilm en 1982, Niece, et à une sitcom dérivée, Mama's Family. Burnett a fini par quitter la sitcom, insatisfaite de son évolution, mais l'épisode original est resté légendaire. Carol Burnett ne se contentait pas de faire rire. Dans sa vie privée, elle était marquée par des peines de cœur, le chaos et des conflits familiaux qui auraient brisé la plupart des gens. Tout a commencé à l'université, lorsqu'elle a rencontré son premier mari, Don Soyan. Ils étaient jeunes, amoureux, et rêvaient tous deux de percer dans le monde du spectacle. Né à Omaha en 1928, ils nourrissaient de grandes ambitions pour Broadway. Ils se rencontrèrent à l'UCLA en 1952 et se marièrent 3 ans plus tard, en 1955. Mais leur histoire d'amour fut de courte durée. La fille de Don, issue d'une précédente union, décéda et il ne s'en remit jamais. La carrière de Carol décolla tandis que la sienne stagnait. La pression eut raison de leur mariage. Ils se séparèrent le jour de Noël 1959 et divorcèrent en 1962. Don lutta contre la dépression et l'alcoolisme jusqu'à sa mort en 1990, à seulement 62 ans. Il n'a jamais réalisé ses rêves de gloire sur scène. Carol ne resta pas longtemps célibataire. Peu après, elle rencontra Joe Hamilton. Producteur de télévision renommé, Joe avait déjà 8 enfants d'un précédent mariage. Il avait également produit le concert de Carol au Carnegie Hall en 1962. Ils se marièrent en 1963 et travaillèrent ensemble sur son émission à succès. Ils eurent 3 filles, Carrie, Jody et Aaron, et vécurent une fausse couche en 1965. Avec les 8 enfants de Joe et les 3 de Carol, leur maison était toujours pleine. Il a remporté 5 Emmy Awards en tant que producteur de l'émission de Carol, mais tandis que leur carrière s'envolait, leur vie de famille se dégradait. En 1976, le National Enquirer publia un mensonge affirmant que Carol était ivre dans un restaurant assise près d'Henry Kissinger. Ce fut un coup dur pour elle, non seulement parce que c'était faux, mais aussi parce qu'elle avait passé des années à dénoncer l'alcoolisme. Elle poursuivit le tabloïd en justice et réclama 1,6 million de dollars. Le procès dura 5 ans et révéla l'imprudence dont pouvaient faire preuve les tabloïds. Un informateur rémunéré avait en réalité indiqué au National Enquirer que Carol n'était pas ivre, mais l'article fut publié malgré tout. Elle gagna le procès, mais après les appels, l'affaire se régla à l'amiable pour environ 200 dollars. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de laver son nom et cela changea à jamais le journalisme à sensation. Mais le plus grand combat de sa vie ne se déroula pas au tribunal. Il se déroula à la maison. À la fin des années 1970, sa fille Carrie sombra dans la toxicomanie. À seulement 13 ans, Carrie consommait de la cocaïne, du cannabis, des champignons hallucinogènes et des quaaludes. Elle expliqua plus tard qu'elle se droguait pour ne plus être la fille de Carol Burnett et enfin être elle-même. De 1976 à 1979, Carol a vu sa fille se perdre peu à peu. Elle l'a envoyée en cure de désintoxication sur cure. À un moment donné, Carrie s'est enfuie d'un centre au Texas. Carol craignait de perdre sa fille pour toujours. Carrie a finalement réussi à se sevrer à 17 ans. Mais à quel prix? Carol a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. Carrie Louis en a voulu. Mais Carol a dit un jour, « Il faut les aimer suffisamment pour accepter qu'ils nous haïssent. » Pendant plus d'1 an, elles ne se sont pas parlé, mais elle n'a jamais baissé les bras. À son retour, Carrie et Carol se rapprochèrent plus que jamais. Carrie décrocha un rôle important dans la série télévisée Fame, prouvant ainsi son propre talent. Elles jouèrent ensemble dans des films, des épisodes de séries, et finirent par écrire une pièce de théâtre intitulée Hollywood Arms, inspirée de la vie de Carol. Elles étaient inséparables, mais le malheur frappa de nouveau. En 2002, Carrie décéda d'une pneumonie, conséquence d'un cancer du poumon qui s'était propagé au cerveau. Elle n'avait que 38 ans. Elle n'eut jamais la chance d'assister à la première d'Hollywood Arms. Carol fut anéantie, mais elle tint bon, se disant « Je le devais à Carrie ». Le second mariage de Carol s'était déjà terminé en 1984. À ce moment-là, la dépendance de Carrie, la pression de leur carrière et la tension émotionnelle avaient fini par avoir raison d'elle et de Joe Hamilton. Ils avaient envoyé leurs 2 plus jeunes filles vivre à Hawaï pour qu'elles ne voient pas leurs parents se séparer. Après le divorce, Joe est resté proche de sa famille jusqu'à sa mort d'un cancer en 1991. Mais même après 2 mariages et 2 grandes peines de cœur, Carol a retrouvé l'amour.
À la fin des années 1990, elle a rencontré Brian Miller lors d'un spectacle à Long Beach. Il avait 23 ans de moins, mais cela n'avait aucune importance. Ils se sont mariés en 2001. Elle avait 68 ans et lui 45. 2 mois plus tard, Carrie décédait. Brian a soutenu Carol pendant la période la plus sombre de sa vie. Il l'a encouragée à terminer Hollywood Arms et ils sont restés ensemble depuis. Dans l'émission 20 secondes ont 20, lorsque la plus jeune fille de Carol, Aaron, luttait contre la toxicomanie et était incapable de s'occuper de son propre fils, Carol et Brian ont pris leurs responsabilités. Ils ont obtenu la garde de leur petit-fils, Dylan. La dépendance d'Aaron était devenue un véritable cauchemar qui durait depuis 19 ans. Elle avait fait 8 séjours en cure de désintoxication, passant près de 240 jours en institution. La justice est intervenue lorsque le domicile d'Aaron est devenu dangereux pour son fils. En juillet 2020, Aaron a proféré des menaces de suicide à l'encontre de ses enfants. La police a dû intervenir et elle a été placée en observation psychiatrique. Peu après, Carol a demandé la tutelle légale de Dylan. Quelques semaines plus tard, le tribunal a accordé la garde provisoire à Carol et Brian. Une fois de plus, elle agissait pour protéger sa famille, même si cela lui brisait le cœur. Carol Burnett a ébloui tout le monde lors de son apparition dans la dernière saison de Better Call Saul. À 89 ans, son jeu était plus percutant que jamais. Elle incarnait Marianne, une femme âgée, à la fois douce et perspicace, qui a peu à peu découvert la vérité sur Saul Goodman. Dans l'épisode Waterworks, assise tranquillement dans sa cuisine, elle utilise l'application Ask Jeeves pour débusquer les mensonges de Saul. Sa découverte a tout bouleversé. « Je te faisais confiance. » Ce moment était inoubliable. Saul a paniqué. La tension s'est montée crescendo jusqu'à ce qu'elle prononce une simple phrase qui l'a anéanti. Il a même envisagé de la faire taire à jamais. Le co-créateur de la série, Vince Gilligan, a admis plus tard que l'écriture d'une scène où Saul songeait à tuer le personnage de Carol Burnett avait été une épreuve terrible. « C'est un trésor national américain », a-t-il déclaré. Mais c'est justement ce qui a rendu cette scène si poignante. Sa force tranquille et sa voix tremblante ont tenu les téléspectateurs en haleine. Puis, d'un geste calme, elle a appuyé sur le bouton d'alerte et a dénoncé Saul. Les critiques ont salué ce moment comme l'un des plus glaçants et des plus brillants de toute la série. Ce n'était pas la seule fois où Burnett a surpris le public par son talent. Dans les années 90, elle a rejoint la distribution de Dingue de toi en tant que guest star. La série, déjà un succès avec Paul Reiser et Helen Hunt, a été propulsée par l'interprétation de Teresa. En 1997, elle a remporté l'Emmy de la meilleure actrice invitée dans une série comique. Cette victoire a prouvé qu'elle n'était pas seulement une comédienne de sketch. Elle maîtrisait tout aussi bien les sitcoms modernes. Ses scènes paraissaient authentiques et naturelles, loin du comique physique exubérant de ses débuts dans les émissions de variété. C'était plus calme, plus intelligent et profondément drôle. Elle a remporté l'American Comedy Award pour son rôle d'invitée 2 années de suite. Ce n'était pas un coup de chance, mais le fruit de décennies d'expérience sur scène. Et ces 2 récompenses ne représentaient qu'une infime partie de ses 25 nominations aux Emmy Awards tout au long de sa carrière. Dans les années 2000, la voix de Burnett a pris le relais de son humour physique. Elle s'est lancée dans le cinéma d'animation, prêtant sa voix à des personnages hauts en couleur qui illuminaient l'écran. Son plus grand succès date de 2008 avec Horton, adaptation en images de synthèse d'un classique du Docteur Seuss. Elle y partageait l'affiche avec Jim Carrey et Steve Carell, et le film devint un triomphe mondial, rapportant 298 millions de dollars pour un budget de 85 millions. Quelques années auparavant, en 2011, elle prêtait sa voix à Madame Hammerbotham dans Le Cygne Trompette, aux côtés de Reese Witherspoon, Jason Alexander et Mary Steenburgen. Ces rôles lui permirent de se faire connaître d'une toute nouvelle génération d'enfants qui n'avaient jamais vu le Carol Burnett Show, mais sa voix y conservait la même chaleur, le même charme et le même esprit. Elle n'avait pas besoin d'être à l'écran pour marquer les esprits. Sa voix suffisait. Le retour de Burnett à Broadway à la fin des années 1990 fut un véritable retour aux sources. Elle tenait le rôle principal dans la revue musicale de Stephen Sondheim, Putting It Together. Créé au théâtre Ethel Barrymore le 21 novembre 1999. Le spectacle fut joué 101 fois, précédé de 22 avant-premières. Burnett y interprétait l'épouse, aux côtés de grands noms du théâtre tels que George Hearn, Ruthie Henschel et John Barrowman.
30 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière apparition à Broadway. Mais lorsqu'elle remonta sur scène, c'était comme si elle ne l'avait jamais quitté. Le spectacle fut même filmé en direct pour la télévision et la sortie DVD, capturant des moments à la fois travaillés et improvisés, comme lorsque sa jupe tomba pendant une scène et qu'elle en fit une blague en plein spectacle. Même les critiques mitigées n'eurent que des éloges pour Burnett. Elle maîtrisait la musique complexe de Sondheim avec une aisance déconcertante, prouvant que sa présence scénique restait inégalée. Et alors que l'on pensait qu'elle avait tout donné, Carol Burnett fit son retour. Cette fois-ci sur Apple TV+ en 2022, elle a incarné Norma Delicourt dans Palm Royale, une riche habitante de Palm Beach qui passe la majeure partie de la série dans le coma avant de se réveiller soudainement. Le rôle était exigeant. Burnett devait non seulement faire de la comédie physique, mais aussi créer une sorte de dialogue incohérent pour imiter une personne qui retrouve la parole. Elle a tout improvisé sur le moment. Un tel niveau d'improvisation n'est pas chose facile, quel que soit l'âge. Mais Burnett avait 91 ans. Son travail lui a valu une nomination pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique, faisant d'elle la femme la plus âgée jamais nommée aux Emmy Awards. L'émission a été diffusée pour la première fois le 20 mars 2024 et a récolté 11 nominations. La distribution était prestigieuse, avec des stars comme Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern et Allison Janney. Mais Burnett se démarquait nettement. Une fois de plus, de nouveaux téléspectateurs découvraient une femme qui divertissait le monde depuis plus de 7 décennies.